Bonjour, nous allons aujourd'hui continuer la suite de l'analyse linéaire du texte de Montaigne, extrait des Essais du chapitre des cannibales. Nous avons vu la dernière fois que le texte contenait 4 parties. Nous en étudierons aujourd'hui 2, donc les premières et deuxième parties, ce qui correspond à la totalité du premier paragraphe du texte, de la ligne 1 jusqu'à la ligne 13. La première partie concerne les circonstances de la rencontre entre les Indiens et les Français. La première phrase commence par le sujet « trois d'entre eux ». Le pronom personnel « eux » qui est utilisé ici fait référence aux Indiens qui ont été ramenés du Brésil lors d'un retour d'expédition. 3 de ces Indiens ont donc été présentés, comme le dit Montaigne à la ligne 4, à Rouen, ce qui désigne donc le lieu de la rencontre, et devant la cour de Charles IX en 1562, ce qui est indiqué implicitement par le complément circonstanciel de temps, du temps que le feu roi Charles IX y était à la ligne 4. On constate avec l'adjectif « feu » placé devant le nom du roi que ce dernier est décédé au moment où Montaigne écrit le chapitre des cannibales. En effet, Charles IX est mort en 1574 et Montaigne a écrit après cette date. Il plante donc le contexte spatio-temporel de cette rencontre. Par ailleurs, le terme « commerce » qui est utilisé à la ligne 2 fait référence à la relation entre les Indiens et les Européens. Ainsi, le complément du nom commun corruption, qui est de deçà, avec un accent, indique bien un lieu. Il s'agit de notre monde, c'est-à-dire du vieux continent européen. De même, on voit que Montaigne met en parallèle à la ligne 3 leur ciel et le nôtre, dans l'expression « avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre ». On a ainsi l'impression que les Indiens ont décidé par eux-mêmes de venir nous rendre visite, alors qu'ils y ont en réalité été contraints par la force. Montaigne donne à ses lecteurs le sentiment que ce sont les Indiens qui mènent un voyage d'exploration sur notre territoire. Cela lui permet à la fois de mettre en place un contexte et, en même temps, d'amorcer l'inversion des points de vue qui va être renforcée dans la suite du texte. Par ailleurs, la deuxième phrase, qui est « le roi parla à eux longtemps, on leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville », fait référence à l'objet de leur visite. Il s'agit de nourrir leur curiosité en leur montrant nos manières de vivre, notre architecture, nos arts. On voit que le verbe « voir » est en effet répété aux lignes 3 et 4. Par ailleurs, les adjectifs et les pronoms possessifs « leur », dans leur repos, leur ruine, leur ciel, sont mis en parallèle avec ceux qui font référence à notre monde, le nôtre, notre façon, notre pompe. Il y a bien un échange entre deux cultures. On comprend que les Européens, ici plus spécifiquement les Français, sont persuadés de la supériorité de leur culture. Certes, le roi leur parla longtemps, ce qui manifeste l'intérêt du jeune monarque pour les Indiens, mais la proposition juxtaposée « on leur fit voir » la forme d'une belle ville met en évidence par l'énumération ternaire des COD, notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville, que les Français sont dans la démonstration ostentatoire de leur sentiment de supériorité. Ils sont certains d'éblouir leurs visiteurs. Les Français sont donc victimes de leur propre ethnocentrisme et de leur vanité. La position des pronoms « à eux » ou « leur » qui correspondent à des compléments d'objets indirects ou des compléments d'objets seconds, nous montre que les Indiens sont d'abord perçus, en effet, comme des auditeurs ou des spectateurs que l'on est certain d'impressionner. Les Européens sont absolument persuadés de détenir la vérité ou la supériorité absolue. Comme le prouve la valeur universelle de l'expression « la forme d'une belle ville ». L'article défini « la » montre bien ici la valeur absolue, indéniable. Ainsi, cette rencontre n'est finalement pas racontée de façon anodine par l'auteur, et on comprend tout de suite qu'il prend position, qu'il exprime un point de vue. Ce qui fait l'objet de la deuxième question. En effet, et avant même de mettre en place le contexte de l'anecdote dont il rend compte, Montaigne porte un jugement sur celle-ci. En effet, la première phrase commence par expliquer, grâce à l'apposition au sujet, qui commence à « ignorant » et qui va jusqu'à « le nôtre », donc de la ligne 1 jusqu'à la ligne 3,
que les Indiens ne sont pas conscients de ce qui les attend en Europe. Cette inconscience provient de leur méconnaissance, ce qui est manifeste dans le participe présent ignorant. Méconnaissance de notre monde. L'antithèse que l'on trouve entre ignorant d'un côté et la connaissance de l'autre côté trouve un écho dans une autre antithèse qui se trouve entre leur repos et leur bonheur d'un côté et leur ruine ou bien misérable de l'autre côté à la ligne 2. Le malheur des Indiens, prédit Montaigne grâce à des verbes au futur qui sont coûtera ou naîtra, et ces verbes au futur ont une valeur de prophétie. Le malheur des Indiens, donc, va venir de la découverte de nos corruptions. Les corruptions de deçà correspondent en effet à celles de notre monde. Montaigne anticipe ici sur les conséquences néfastes et malheureusement inévitables pour les Indiens de notre politique de conquête. De même, la proposition qui commence par « comme », avec « comme » je présuppose qu'elle soit déjà avancée, exprime l'idée que la perte des Indiens a commencé dès lors qu'ils sont entrés en contact avec nous et qu'ils ont été attirés par leur curiosité face à cette nouveauté. Le vocabulaire utilisé par Montaigne souligne le caractère factice de cette nouveauté, avec les verbes « s'être laissé piper » à la ligne 3, c'est-à-dire « s'être laissé tromper ». Ainsi, les Indiens venus explorer notre monde ont quitté, selon Montaigne, un véritable paradis. C'est bien ce qu'il exprime dans le complément de l'adjectif « misérable » que l'on trouve à partir de la ligne 3, bien misérable de s'être laissé piper au désir de la nouvelleté et d'avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre. Les Indiens sont en effet misérables, d'une part parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont été attirés par une nouveauté faussement attirante, et d'autre part parce que leur monde était plus doux que le nôtre. C'est bien ce que dit Montaigne dans la partie de la phrase « avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre ». La rencontre se révèle ainsi particulièrement dangereuse et finalement préjudiciable pour les Indiens parce qu'ils y ont à perdre ce que nous n'avons plus à perdre parce que notre âme a déjà été corrompue. En ce qui concerne donc cette prise de parti de la part de l'auteur, on peut considérer qu'elle est surprenante par rapport aux a priori des gens de son époque sur les Indiens. Ces derniers étaient en effet considérés comme des barbares, sans culture et sans morale. On voit bien ici que Montaigne prend le contre-pied de ces préjugés, puisqu'il regarde notre monde comme dangereux pour les Indiens et susceptible de causer leur perte. Il a une position qui est à l'inverse de celle des gens de son époque. L'auteur se montre donc totalement partial et il nous fait part d'un point de vue qui est subjectif sur cette rencontre. Mais on comprend qu'il va en réalité utiliser le regard des Indiens sur notre monde pour faire la critique de ce dernier. Ce qui nous permet de passer à la deuxième partie du texte, qui commence après cela, à la ligne 5, et qui va donc jusqu'à la fin du premier paragraphe. Toute la fin du premier paragraphe contient deux phrases complexes. Et il est nécessaire d'analyser la construction syntaxique de ces phrases pour bien les comprendre, parce qu'elles sont longues et difficiles à comprendre. On a donc au début, après cela, qui se trouve à la ligne 5. C'est un connecteur temporel qui marque la chronologie des différents événements. Les Indiens ont commencé par parler avec le roi, puis on leur a fait visiter la ville et a suivi un échange avec d'autres Français. On trouve encore à la ligne 7 en premier lieu et à la ligne 9 secondement, qui correspondent aux deux choses dont Montaigne se souvient sur les trois qu'avaient répondu les Indiens. Puisqu'il nous dit « Ils répondirent trois choses, d'où j'ai perdu la troisième et en suis bien mari, mais j'en ai encore deux en mémoire. » Par ailleurs, on voit qu'on a affaire à un échange entre plusieurs personnes, entre plusieurs interlocuteurs. Puisqu'on a à la ligne 5, quelqu'un en demanda à leur avis et voulut savoir d'eux. Le discours est ici narrativisé, c'est-à-dire qu'il est raconté. Le pronom indéfini « quelqu'un » renvoie à n'importe qui, n'importe quelle personne. Sans doute s'agit-il d'un courtisan de la cour de Charles IX. L'objet de la question de cette personne est, donc Montaigne écrit, « voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable ».
Avec la présence du superlatif dans cette question, on peut voir que de nouveau se manifeste l'assurance assez arrogante des Français, puisqu'ils sont persuadés que les Indiens ne peuvent qu'être impressionnés par ce qu'ils découvrent. Cela témoigne, encore une fois, de notre absence totale d'ouverture à l'autre. À aucun moment, les Français ne s'imaginent que les Indiens ont peut-être chez eux des formes artistiques aussi belles, voire pourquoi pas supérieures à celles qui existent en France. Et à aucun moment, l'intérêt des Français ne se porte sur les Indiens eux-mêmes. On ne les sollicite finalement que pour être confortés nous-mêmes dans notre propre sentiment de supériorité. Montaigne, par ailleurs, aiguise la curiosité de ses lecteurs, en indiquant justement qu'il y avait 3 remarques, mais qu'il en a oublié une. Il retarde ainsi le dévoilement de ces remarques, ce qui est une manière de susciter notre intérêt pour la suite. La deuxième phrase contient de nouveau des marques du discours rapporté des Indiens, avec, à la ligne 7, « Ils dirent qu'ils trouvaient », et à la suite de cela, nous avons 3 propositions subordonnées complétives qui vont suivre et qui sont toutes compléments du verbe dire. La première proposition contient le connecteur logique en premier lieu. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu, donc à la ligne 7. La deuxième proposition commence par secondement et la troisième proposition commence à partir du point-virgule que l'on a à la ligne 12 et qui est suivi d'une conjonction de coordination « et ». On peut remarquer que la réponse des Indiens ne répond pas véritablement à la question qui leur avait été posée, puisque cette question était fortement orientée, comme on l'a vu plus haut. Les Indiens étaient censés uniquement s'extasier devant les merveilles de Rouen. A l'inverse, les Indiens évoquent ce qui leur a paru étrange. On voit que cet adjectif étrange est utilisé 2 fois à la ligne 7 et à la ligne 12, ce qui montre bien l'incompréhension des Indiens. La première observation concerne directement le roi de France et permet à Montaigne de mettre en place une critique d'ordre politique. De la ligne 7 à la ligne 9, nous pouvons lire « Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes, portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi, se soumissent à obéir à un enfant et qu'on ne choisisse plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. » Donc je n'ai pas lu la parenthèse sur laquelle je reviendrai après. L'expression « fort étrange » contient ici un adverbe d'intensité, fort, qui permet d'insister par une hyperbole sur l'incompréhension des Indiens face aux mœurs des Français. Comme les Indiens ne connaissent pas les réalités auxquelles ils font référence, ils utilisent des périphrases pour désigner les hommes qu'ils ont observés. Nous pouvons lire « tant de grands hommes portant barbe, forts et armés ». Cela nous montre à quel point ces hommes ont semblé remarquables aux Indiens par l'utilisation de l'adverbe intensif « tant » et des 3 adjectifs qui sont tous mélioratifs, grand, fort, armé. Montaigne émet alors une hypothèse sur l'identité de ces hommes, et cette hypothèse est exprimée dans la proposition incise qui est mise entre parenthèses. Il suppose que ces hommes sont les gardes suisses du roi. Je vous ai déjà parlé des gardes suisses et de cette compagnie d'infanterie particulière qui était destinée à garder les cours européennes. On comprend à ce moment-là, par cette parenthèse, que Montaigne se met à la place des Indiens. À son tour, il cherche à déchiffrer ce qu'ils ont vu. La caractérisation de ces gardes suisses est fortement méliorative. Elle met en avant leur maturité, avec portant barbe, et leur force, ainsi que leur puissance armée. Cela contraste fortement avec les verbes « se soumissent » et « obéir », ainsi qu'avec le complément d'objet indirect à un enfant. Le mot « enfant » n'est pas commenté par l'auteur, qui ne précise pas qu'il s'agit du roi lui-même. On comprend, grâce à Montaigne, l'incompréhension des Indiens Tupinambas, pour qui l'autorité et le commandement sont obligatoirement associés à la sagesse de l'âge et à la force physique. Selon toute logique, il aurait été plus raisonnable que l'un d'entre eux commande, ainsi que l'exprime la proposition complétive, et qu'on ne choisisse plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander, qui se trouve à la ligne 9. Par conséquent, on peut voir que Montaigne souligne ainsi, grâce au regard des Indiens, le caractère absurde de la monarchie héréditaire telle qu'elle se pratique en France.
Mais cette critique se fait indirectement, grâce au regard éloigné des Indiens. Quelle est la deuxième observation faite par les Indiens? Avant de raconter cette deuxième observation, Montaigne, dans une nouvelle proposition incise que l'on trouve aux lignes 9 et 10, entre parenthèses, Montaigne nous donne une explication métalinguistique, c'est-à-dire sur la langue, métalinguistique des Indiens. On voit bien qu'il adopte ici un point de vue qui est presque un point de vue anthropologique au sens moderne du terme, et qu'il veut aider ses lecteurs à comprendre pleinement la manière de parler des Indiens. Cette mise au point linguistique souligne une caractéristique qui est très intéressante dans la langue des Indiens, puisqu'ils se nomment entre eux moitié les uns des autres, pour dire qu'ils sont hommes. Cela implique que leur langage intègre la notion d'égalité entre eux. Chacun est la moitié pour l'autre. Aucun n'est donc supérieur et ils ne sont entiers que lorsqu'ils sont ensemble. La langue des Tupinambas traduit ici à la fois leur sens de l'égalité entre les hommes, mais aussi le sens du collectif. Donc la deuxième observation des Indiens porte cette fois-ci sur un point social. Les termes liés au champ lexical de la misère, tels que mendiant ou décharné de faim et de pauvreté, nécessiteuse, injustice, contrastent fortement, ce sont des antithèses, avec des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités qu'on trouve à la ligne 11. Le vocabulaire utilisé par l'auteur souligne les inégalités sociales qui sont flagrantes. Ils sont mendiants à leur porte, c'est-à-dire visibles par tous. Ils sont dans la rue. Montaigne cherche à susciter un sursaut d'humanité et de pitié de la part de ses lecteurs, en réutilisant le terme « moitié » à son compte, à la ligne 12, dans la proposition interrogative introduite par comme, qui est mis ici à la place de comment. Ces moitiés, ici nécessiteuses, cela souligne la fracture sociale de notre monde. De plus, Montaigne manifeste l'étonnement des Indiens face à une injustice aussi criante, et il insiste en même temps sur leur incompréhension quant à l'absence de réaction des plus pauvres qui semblent totalement résignés à leur sort puisqu'ils ne se révoltent pas et semblent avoir accepté cette situation. De même, les individus qui vivent en France semblent aussi avoir accepté cette situation. Au contraire, pour les Indiens, on voit que la réaction qui serait la plus normale, c'est la violence. La seule réponse légitime à une telle injustice serait de prendre les autres à la gorge et de mettre le feu à leur maison. Il est évident ici que Montaigne utilise le point de vue des Indiens pour exprimer sa propre opinion. Par conséquent, et pour faire la synthèse sur cette première partie du texte, on peut dire qu'on comprend bien comment Montaigne utilise le discours et l'étonnement des Indiens pour soulever des problèmes réellement polémiques de son époque et poser deux questions fondamentales. La première question est celle du pouvoir et de la monarchie héréditaire. Et la deuxième question concerne l'équité sociale entre les hommes, la juste répartition des richesses entre les hommes et les injustices que porte ce monde à l'époque de Montaigne. Voilà pour cette première partie du texte. La suite lors de la prochaine vidéo.